Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition dont voici les grandes articulations. C'est désormais une tradition. Le COSIM organise une rupture collective du jeûne avec les membres du gouvernement. Hier vendredi, le Premier ministre Patrick Achi est allé soutenir la communauté musulmane qui observe ce mois de Ramadan. Les guides religieux exhortés à continuer de prier pour la paix et la cohésion sociale dans le pays. Ils sont plus de 46 000 candidats pour 5 000 places disponibles dans les CAFOC. Démarrage ce samedi du concours d'entrée dans les centres d'aptitude à la formation pédagogique. La ministre de l'Éducation nationale, Maria Toukone, appelle à la probité et à la transparence. Le gouvernement veut maintenir un bon niveau du pouvoir d'achat des populations. Le ministre du Commerce et de l'Industrie appelle à nouveau les grossistes et détaillants à l'application effective des prix plafonnés. Souleymane Diarra-Souba a effectué une visite surprise dans des lieux de vente à Boisflé. Il s'assure donc du respect des mesures. Et puis le Premier ministre britannique a entamé ce samedi une visite à Kiev par un tête-à-tête avec le président Volodymyr Zelensky. Un déplacement pour exprimer sa solidarité avec le peuple ukrainien. Boris Johnson a annoncé un nouvel ensemble d'aides financières et militaires. Pour elle, seuls les nuages sont la limite. C'est l'histoire d'une dame qui, depuis son boîtier natal, suit le cours de son histoire, avec ses hauts et ses bas. Mais elle préfère retenir la somme de ses connaissances, son expérience mise au service de la communauté. Servir les autres, guider, initier, conduire des politiques pour soutenir les femmes comme à Diatokro, ce village du Sud Comoé. Des actions qui portent leurs fruits puisqu'elle sera en 2006 titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et au pouvoir de décision. Un leadership féminin qu'elle affirme, assume et poursuit depuis 30 ans au total. Le secret d'une aventure, c'est le titre de l'œuvre de Frazi Kwasi-Yao. Elle est l'invitée de la page culture pour nous en parler. Bonsoir, Madame le ministre. Bonsoir, Monsieur Koulibaly. Alors, je précise que vous êtes conseillère du président de la République sur les questions de genre. Mais à la lecture de votre ouvrage, le champ lexical écarte presque tous les mots qui traduisent la tristesse, l'échec, et vous laissez toute la place à l'optimisme, au positivisme. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour penser impossible chez vous? Ben si, je reconnais les difficultés, mais j'ai eu l'habitude de transformer les difficultés en victoire, les défis en opportunités. Et c'est comme ça qu'on peut grandir. Les difficultés, il y en a tous les jours. Mais qu'est-ce que tu en fais? Et c'est ce que j'essaie de décrire un peu dans ce livre. Sinon, j'ai eu des moments de doute, de souffrance. Mais je me dis qu'il ne fallait pas que je m'attarde sur cela parce que je dois réussir. Je dois transformer l'impossible en possible. C'est justement ce que vous avez fait puisque vous avez effectivement toutes les raisons d'être amère, triste, malheureuse. Mais il y a surtout ce sourire qui ne vous quitte jamais. Non, jamais. On en parlera tout à l'heure dans une trentaine de minutes, le temps de faire le tour de l'actualité. Le Premier ministre était à la rupture collective du jeûne de Ramadan organisé par le COSIM. Chaque mois de Ramadan, le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques partage ce repas avec les membres du gouvernement. Patrick Achi est allé soutenir la communauté musulmane qui observe ce mois d'intenses prières et d'invocations. Mahama Traoré. En ce 7e jour de Ramadan, dignitaires religieux, membres du gouvernement et cadres musulmans s'empressent de rompre leur jeûne, comme cela est d'ailleurs recommandé par le prophète de l'islam, Mohammed. C'est désormais une tradition pour le gouvernement et le COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, de se retrouver une fois pour partager ensemble le repas de la rupture du jeûne à la faveur de chaque Ramadan. Aux côtés de l'exécutif, représenté par le Premier ministre Patrick Achi, le président par intérim de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, et des diplomates accrédités en Côte d'Ivoire. En ce mois où partage et générosité sont recommandés, les obligations cultuelles le sont également. Je voudrais recommander aux musulmans qui en ont les moyens de s'acquitter de leur zakat, aumône obligatoire annuelle, pendant le mois de Ramadan. À cet effet, la communauté musulmane a mis en place depuis 2010 une structure spécialisée dénommée Fondation Zakat et Waqf, en vue de recueillir dans une sorte de guichet unique et d'optimiser la redistribution de la zakat par rapport aux besoins de la communauté et d'en faire un instrument efficace de lutte contre la pauvreté. Reconnaissant au COSIM pour sa contribution à la paix sociale,
Le gouvernement exhorte l'institution religieuse à l'assister dans son combat contre l'extrémisme religieux. La Côte d'Ivoire, à l'instar de nombreux pays de la sous-région, fait face dans sa partie septentrionale à une poussée djihadiste. Ces terroristes, au nom d'Allah et de la religion musulmane, sèment le chaos et la désolation partout où ils ont réussi à prendre pied. Le président de la République voudrait donc, mesdames et messieurs, vénérés guides religieux, vous exhorter à davantage de pédagogie et de sensibilisation à l'endroit de notre jeunesse, afin qu'elle ne succombe pas à l'appel des sirènes. Notre nation a également besoin de vos prières et de vos intercessions auprès d'Allah, le Seigneur des mondes, pour que la paix et la cohésion sociale, si chèrement reconquises, se renforcent encore toujours. Une fois de plus, le président de COSIM, Cheikh Oulaïma Ousmane Diakité, a traduit sa reconnaissance au président de la République pour sa constante sollicitude à l'égard des communautés religieuses. Et c'est dans cette période de Ramadan que le concours d'entrée au CAFOP a débuté ce samedi. Pour cette année, ce sont 46 000 candidats qui sont en lice pour occuper les 5 000 places disponibles. Des postulants à qui la ministre de l'Éducation nationale a recommandé la sérénité, la probité et la transparence. Maria Toukone était à Korogo pour le lancement officiel des compositions. Ami Sissoko. Lycée Houphouët-Boigny de Korogo. Il est 8 h ce samedi 9 avril quand la ministre Maria Toukone donne le coup d'envoi des épreuves écrites de la session 2022 du concours d'entrée au CAFOP, Centre d'aptitude à la formation pédagogique. Pour cette première journée, les 46 409 candidats font face aux épreuves de mathématiques, de français et de culture générale. Moi, pratiquement, ça fait 5 ans, mais cette année, les épreuves que je vois, vraiment, j'espère que nous serons admis au concours du CAFOP. Que nous allons faire ce qu'on peut pour relever ce défi. Nous allons promouvoir l'excellence. À l'instar de ce centre, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a réitéré à tous les candidats repartis dans les 97 autres centres sur l'étendue du territoire national sa volonté de bâtir un capital humain de qualité dans la transparence. L'année dernière, nous avons dû reprendre une deuxième session et nous espérons que cette année, on s'en tiendra à une seule session et que c'est vraiment ceux qui se font confiance, ceux qui ont vraiment étudié, qui seront admis parce que seul le travail paye. Au nom de la solidarité gouvernementale, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation était accompagnée à ce lancement par 2 de ses collègues, le ministre Amadou Koulibaly et la ministre Miss Belmont Dogo. La seule chose qui paye, c'est le travail. C'est la constance dans le travail et c'est le message que Madame le ministre a bien voulu leur adresser lorsque nous avons visité les salles, leur demander de compter sur eux-mêmes d'abord. Nous sommes venus la soutenir. Nous avons constaté, c'est ma première fois d'assister à l'ouverture des épreuves. J'ai vu que tout était scellé. Et les candidats sont concentrés. Nous espérons que Korogo en sortira avec un très beau taux de réussite. Débuté ce 9 avril, les résultats définitifs de cette session sont attendus pour le 15 juillet prochain, après les épreuves du test psychotechnique. Et des épreuves, il y en a dans la formation technique et professionnelle. Le ministre Kofi Nguessan veut surtout améliorer l'insertion professionnelle des diplômés. Il était récemment en mission d'imprégnation en France, dans la région du Grand Est. Il s'est intéressé au modèle de l'école de la deuxième chance. Elle donne l'opportunité aux jeunes sortis du système éducatif sans qualification d'intégrer le monde du travail. Hervé Blé. Dans le Grand Est français, l'école de la deuxième chance fait ses preuves dans la réinsertion des jeunes de 16 à 25 ans sans emploi et sans qualification. Soucieux d'améliorer sensiblement l'employabilité des jeunes en Côte d'Ivoire, le ministre de l'Enseignement technique, professionnel et de l'apprentissage s'intéresse à ce dispositif. À Nancy, Chalon, Strasbourg, Kofi Nguessan a discuté des conditions de mise en œuvre et d'opérationnalisation de l'école de la deuxième chance. Il a été question de collaboration. En 2020, les EDC ont accueilli, sur 135 sites en France, 14 188 stagiaires. 80 formations sont proposées dans les métiers de la bouche, l'hôtellerie-restauration, les services à savoir la coiffure, la vente et autres. Des formations également dans la maintenance des véhicules,
la santé et le social, la logistique, les réseaux télécoms. Le réseau des écoles de la deuxième chance intègre des centres de formation à l'apprentissage. Il connaît 63% de sorties positives vers un emploi ou une formation qualifiante. La formatrice, donc Stéphanie Rudarzac, formatrice en vente, spécialement en CAP. Sylvie Camus, formatrice en maths sciences, et en plus on fait de la co-intervention vente, donc utilisation des caisses. À Nancy, le ministre Kofi Nguessan s'est aussi intéressé à la possibilité de création d'entreprises qu'offre le dispositif. Le CAREP, qui se définit comme la pépinière d'entreprises du pays Val-Lorraine, accompagne plus de 100 porteurs de projets par an pour 50 créations. Ça fait donc 4 ans en fait que nous rayonnons donc ici. On a agrandi la société d'année en année. On a pu y construire ce bel outil de fabrication grâce bien évidemment à CAREP et à leur accompagnement du quotidien. Bravo, c'est un bon parcours. Merci. À ses hôtes, le ministre Kofi Nguessan a dit toute la détermination du gouvernement ivoirien à améliorer l'employabilité des jeunes et à développer les compétences de son capital humain, en s'inspirant aux besoins des expériences réussies. Ici en Côte d'Ivoire, l'activité gouvernementale se poursuit. Le ministre de la Construction était en visite de travail à Bingerville. Bruno Nabagné-Koné a rencontré tous les acteurs du cadre bâti. Ce cadre d'échange permet d'aborder la lutte contre l'urbanisation anarchique. Ils ont parlé des problèmes liés à la gestion des ressources foncières dans la commune. Cheikh Koné. Après Yopougon, Koumassi, Adjamé, Plateau, Port-Boué et Cocody, c'est au tour de la commune de Bingerville d'abriter les rencontres tournantes de la plateforme collaborative de contrôle des infractions sur le cadre bâti. Commune en pleine expansion, Bingerville, depuis ces dernières années, vit au rythme de conflits fonciers et bien d'autres difficultés d'ordre structurel en matière de construction et d'urbanisme. Des points qui ont été longuement évoqués au cours de cette rencontre, notamment les 2000 hectares de la Palme Industrie et les 27 lotissements de la commune non encore approuvés. Nous sortons de cette séance de travail-là et très heureux de voir qu'il y a beaucoup à faire et beaucoup reste à faire pour les populations de Bingerville. Mais j'avoue que le ministre a pris toutes les préoccupations de notre commune et vraiment il a pris bonne note et a demandé à ses équipes de se mettre à disposition pour régler définitivement les problèmes de litige et les problèmes de recasement de nos différentes populations. Ce cadre de collaboration doit être considéré comme un pont permanent entre la mairie et le ministère afin d'adresser tous les problèmes de la commune liés au cadre bâti. S'est exprimé Bruno Koné. Ici, nous avons abordé des questions qui sont spécifiques à la ville de Bingerville, qui est une ville en très forte mutation. C'est une ville à la fois ancienne et très jeune. Donc la mairie a cette obligation-là de concilier ces deux aspects. Et au plan urbanistique, elle a sans doute besoin d'être soutenue par le ministère en charge de la construction, du logement et de l'urbanisme. Donc nous avons débattu de toutes les questions qui concernent Bingerville et nous avons assuré, monsieur le maire et son conseil municipal, du soutien du ministère dont nous avons la charge. Outre ces questions, Bruno Koné a égrené les dernières réformes de son département ministériel, la récapitalisation de la BACI, la création du fonds de garantie du logement social, ainsi que la parafiscalité sur le ciment, le fer à béton et le marbre. Autant de mesures pour faciliter l'accès au logement dans la lutte contre la vie chère. Le gouvernement veille aussi au respect des prix sur les marchés. Le ministre du Commerce appelle à nouveau grossistes et détaillants à l'application effective des coûts plafonnés. Souleymane Diarra-Souba a effectué une visite inopinée dans des lieux de vente à Boisflé. Le reportage de Léon Brou. Boisflé, place Tchin-Tchin. Le ministre du Commerce dans un magasin de vente en gros de produits de première nécessité. Au gérant, l'interrogatoire de Souleymane Diarra-Souba contient une seule préoccupation, le prix pratiqué pour le lait, le sucre, le riz, l'huile. Même question dans cet autre lieu de commerce au détail. Ici, le ministre du Commerce sillonne même les rayons. Question de s'assurer lui-même de l'application effective des prix plafonnés. Riz, maman, vrac, nous le faisons à 12 000. Le riz, Ongsam, 50 kg, 21 300. Rizière, 50 kg, 21 050 francs. 1 litre et demi d'Inor. Le plafonnement nous demande de le faire à 1750, 1760, mais nous le faisons à 1700 francs. Les prix sont affichés.
Et j'ai discuté avec les commerçants, je vais dire par rapport à certaines de leurs préoccupations que nous prendrons en compte. Mais l'idée est qu'ils ont pris l'engagement d'accompagner le gouvernement pendant cette période à l'effet que les populations vivant ici à Bois-Flé et sur tout le territoire national puissent se servir aux prix qui ont été arrêtés par le gouvernement. N'empêche, le ministre du Commerce renouvelle l'appel du gouvernement au respect des prix plafonnés, le plafonnement faisant partie des initiatives de l'État pour lutter contre la vie chère. Le ministre du Commerce et de l'Industrie n'exclut pas de sanctions, passé la phase de sensibilisation au respect des prix plafonnés. Et d'autres mesures à respecter, celles pour lutter contre la Covid-19, une pandémie qui n'est pas encore terminée. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce samedi 11 nouveaux cas de Covid-19, 16 guéris et 0 décès. À la date du 9 avril 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 81 814 cas confirmés, dont 80 978 personnes guéries, 796 décès et 31 cas actifs. Au total, 12 027 076 doses administrées contre la Covid-19. Et dans la lutte contre la Covid-19, l'ordre de Malte fait don de 100 000 doses de vaccins Pfizer et AstraZeneca à la Côte d'Ivoire. Le don a été réceptionné à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par les autorités sanitaires, ce qui vient renforcer le dispositif de vaccination en cours. Franck Quadio. Résilience nationale contre la Covid-19, aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ces vaccins sont un don de l'ordre de Malte. Nous venons donc de recevoir 100 000 doses de vaccins AstraZeneca et Pfizer, un don de l'ordre de Malte. Donc la Côte d'Ivoire voulait donc remercier les autorités maltaises qui ont accepté de nous apporter cet appui pour renforcer notre capacité de vaccination et que la Côte d'Ivoire dispose de suffisamment de vaccins. Il reste maintenant à elle, ces populations, donc de se déplacer, d'aller sur les sites de vaccination pour se faire vacciner et se protéger. Un don de l'ordre souverain et militaire de Malte, une première dans le cadre de la coopération sanitaire entre la Côte d'Ivoire et cette entité non étatique dont le siège, le Grand Magistère, se trouve à Rome, en territoire italien. Et ici en territoire ivoirien, des travaux en cours dans l'est du pays pour donner de l'eau potable en permanence aux populations. Le ministre de l'Hydraulique a effectué une visite sur le site de Bondoukou et des villages environnants. 18 milliards de francs CFA d'investissement. Laurent Tchagba est satisfait de l'évolution des travaux. Herman Yamien nous apprend que bientôt c'est la fin du calvaire des populations. Dans exactement 7 mois, les difficultés d'approvisionnement en eau potable de la ville de Bondoukou et de certains villages environnants ne seront qu'un lointain souvenir. Des travaux d'approvisionnement en eau potable de la ville de Bondoukou ont lieu en ce moment. Dans le village de Samporo, situé à une quarantaine de kilomètres de Bondoukou, un barrage a été construit sur la rivière Canon, ainsi qu'une station de traitement d'eau pour approvisionner les différents châteaux d'eau en construction dans le cadre de ce projet. Ces 2 ouvrages achevés, il ne reste que les travaux de canalisation des conduites d'eau. Pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux, le ministre de l'Hydraulique est allé lui-même sur le terrain. Nous sommes satisfaits de l'état d'avancement du projet d'une manière générale et nous sommes heureux de pouvoir mettre en service l'usine d'ici le mois de novembre parce que la population attend cet ouvrage. La production actuelle d'eau potable dans la ville de Bondoukou est de 4 752 m3 jour pour un besoin estimé à 6 214 m3 jour, soit un déficit de 1 462 m3 jour. Mais au terme du projet, la production d'eau potable passera de 4 752 m3 jour à 14 752 m3 jour, largement suffisant pour permettre aux 135 000 habitants de cette localité de disposer en permanence d'eau potable jusqu'en 2030. De quoi réjouir les populations venues massivement écouter le ministre de l'Hydraulique
après sa visite des différents chantiers. C'est une joie qui m'étreint ce matin parce que tous, nous avons eu des problèmes d'eau dans notre district, je dirais. Et aujourd'hui, avec l'exposé de M. le ministre, nous pensons qu'à partir du mois de novembre, ce sera, disons, je dirais un peu un vieux souvenir, la pénurie d'eau à Bondoukou. En plus du premier château de 500 mètres cubes qu'on avait avant, on a un deuxième château de 1000 mètres cubes, 2 châteaux ensemble, plus ce barrage-là. Le problème d'eau de Bondoukou va disparaître totalement. Je voudrais profiter de l'occasion qu'il nous a offerte pour remercier le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Financés par la Banque islamique de développement BID et l'État de Côte d'Ivoire, les travaux d'approvisionnement en eau potable de la ville de Bondoukou ont coûté 18,5 milliards de francs CFA. Débutés en août 2019, ces travaux vont s'achever en novembre prochain. Parlons de réconciliation. Le ministre de la Réconciliation nationale, Kwadwo Konan-Bertin, a reçu les ambassadeurs du Nigeria et de l'Union européenne. Il a échangé avec ses diplomates sur le processus de paix et de vivre ensemble dans le pays. Moussa Konaté. L'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire reçu par Bertin Kwadwo Konan, Jops von Kirchmann, se félicite des initiatives prises par le ministère en charge de la réconciliation. On a pu apprendre avec grand plaisir que le ministre et le ministère est en train de finaliser une stratégie nationale pour la réconciliation. Et je pense que c'est une excellente idée et l'Union européenne ne peut que féliciter le ministre pour cet effort-là. Autre personnalité chez le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, l'ambassadeur du Nigeria en Côte d'Ivoire, Martin Adamou. Côte d'Ivoire is doing extremely well when it comes to the issue of peace, peace building and peace maintenance. As a matter of fact, I think this is a model that other countries have to learn from. But of course, the Nigerian... Un ministère comme celui-là qui traite de la question de réconciliation, de cohésion et même d'intégration, nous pensons que c'est la main dans la main que nous devons donc conduire une telle opération. Nous avons besoin d'être solidaires entre nous, Africains, pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire, qui abrite tous ses frères, tous ses voisins, toutes ses voisines, reste un havre de paix. Les deux diplomates ont exprimé leur disponibilité à soutenir les actions visant à renforcer la cohésion et l'union dans le pays. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels dénonce l'attitude d'anciennes organisations de communautés. L'institution estime que leur agissement tend à semer le doute et la confusion dans l'esprit des populations, ce qui entache le fonctionnement de la Chambre. Dans un point presse, Sa Majesté Nanan Amon Désiré Tanoé a fait des précisions dont nous parle Abou Sanogo. Depuis quelque temps, des structures privées, dont notamment l'une relevant d'une organisation défunte de chefs traditionnels et l'autre constituée de présidents d'associations de communautés urbaines, entretiennent une confusion sur leur identité véritable. Elles ont décidé de poser des actes, notamment l'organisation d'une journée d'hommage au président de la République Alassane Ouattara. Toute chose tendant à semer davantage la confusion dans l'esprit des populations. Une attitude que ne saurait accepter la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, qui tient à informer l'opinion nationale et internationale que ces présidents des associations de communautés urbaines ne pourraient se substituer à la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, dont ils ne sont point membres, en répandant de fausses rumeurs sur le directoire et en s'arrogeant la paternité d'une institution créée par le président de la République Alassane Ouattara. Par conséquent, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels dénonce avec la plus grande fermeté cette imposture dirigée contre une institution de la République et s'insurge contre toute utilisation abusive et malveillante des noms de nos autorités nationales. En tout état de cause, la CNRCT n'acceptera pas que la noble vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui a réhabilité la chefferie traditionnelle porteuse de fortes valeurs, gardienne de la cohésion sociale, soit ternie par un groupuscule de personnes qui ne distribuent que des contre-vérités, avec l'espoir de renverser l'ordre traditionnel des choses et obtenir que les rois, chefs de province, chefs de canton, chefs de tribus et chefs de village se trouvent dans les fêtes à la remorque des présidents d'associations
de communautés urbaines et de quelques dissidents. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels est la seule institution de la République représentant l'ensemble de la chefferie traditionnelle et agissant pour son compte. Les attaques terroristes dans le Sahel créent une crise humanitaire au Niger et au Burkina Faso. Le Conseil de l'Entente mène des actions pour faire face à la situation. Son secrétaire exécutif est à Genève en Suisse pour un plaidoyer en faveur de ces deux pays. Marcela Montano a rencontré le président de la Croix-Rouge et le directeur général de l'Organisation internationale pour la migration, Michel Digri. Le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente est reçu par Peter Mouret, président du Comité international de la Croix-Rouge. Marcel Amontano est en mission pour une assistance en faveur du Niger et du Burkina Faso, deux pays du Conseil de l'Entente affectés par une crise humanitaire consécutive au terrorisme dans la sous-région. Nous avons rendu attentif la communauté internationale aux problèmes graves de nutrition dans la région, aux problèmes de sécurité. Cet entretien a été l'occasion de faire le point. Je suis très content des travaux que le Conseil d'Entente entreprend et qui sont dirigés en complémentarité aussi avec les efforts et les actions du CICR. Nous sommes en train de voir comment bâtir une coopération régionale en essayant de mutualiser nos forces au niveau des États, en essayant de coordonner les actions des humanitaires. Et donc nous allons créer une task force et revenir vers le CICR pour voir comment faire en sorte que cet appui soit non seulement effectif comme il l'est déjà, mais renforcé. Même plaidoyer auprès du directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations. Les populations touchées représentent pour la majorité des enfants, ensuite des femmes et puis les hommes. Donc le capital humain est touché et le capital humain, c'est le capital le plus important pour le développement. Évidemment, nous avons conscience qu'en même temps que des actions sont menées sur le plan humanitaire, il faut que les problèmes de sécurité soient adressés. Et je crois que l'OIM est tout à fait d'accord avec nous pour dire que ce sont des actions à mener concomitamment. L'OIM entend jouer pleinement sa partition. Prévention des conflits, résolution des conflits et en même temps garantir que les populations ont de l'espoir pour l'avenir. Et vous pouvez continuer à compter avec l'engagement de toutes nos équipes sur le terrain, un rapport de proximité avec les bénéficiaires pour que nous puissions tous bâtir ensemble un avenir meilleur. Ce sont plus de 8 millions de Nigériens et de Burkinabés qui sont confrontés à cette crise humanitaire du fait des attaques terroristes. Dans le reste de l'actualité, le Premier ministre britannique Boris Johnson a entamé ce samedi une visite surprise à Kiev par un entretien en tête-à-tête avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. C'est le premier leader du G7 à visiter l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe le 24 février, en déplacement pour exprimer sa solidarité avec le peuple ukrainien. Et il a annoncé un nouvel ensemble d'aides financières et militaires. La présidence ukrainienne salue une discussion riche et constructive, applaudissant le leadership de Boris Johnson. Et puis les Oscars, l'Académie des Oscars a décidé ce vendredi d'interdire Will Smith de toute cérémonie ou événement qu'elle organisera pendant une durée de 10 ans. Une sanction pour la gifle que l'acteur avait assénée à l'humoriste Chris Rock en pleine soirée de gala fin mars. Le conseil d'administration a entamé des poursuites disciplinaires à l'encontre de Will Smith. Il doit se réunir le 18 avril pour statuer sur son cas et décider d'éventuelles sanctions, laissant à l'acteur un délai d'au moins 15 jours pour être entendu au moyen d'une réponse écrite. Mais l'Oscar qu'il a reçu de meilleur acteur pour La méthode William ne lui a pas été retiré. Comme tous les samedis soirs, on ouvre la page Culture dans le 20h. En littérature, Gilles Alexandre et Daniel Awassa sont les deux promoteurs du site d'information digitale Abidjan.net, un outil de communication qui est devenu en la matière un empire. Et deux journalistes, Venance Conan, ex-directeur général du groupe Fraternité Matin, et Faustin Ouman, ont publié un essai sur l'exemple de réussite qu'ils incarnent, une œuvre de 142 pages préfacée par Tidiane Thiam. Franck Wadio. Abidjan.net, une histoire d'avenir, un ouvrage coécrit par les journalistes Venance Conan, ex-directeur général du groupe Fraternité Matin, et Faustin Ouman. J'avais compris déjà qu'on allait vers le digital. Donc j'ai compris la nécessité qu'il y avait pour nous deux de travailler ensemble. Nous avions commencé à faire
jusqu'à ce que quelques années plus tard, l'idée de faire le livre naisse et qu'on le fasse. Et il n'y a pas beaucoup qui savent l'histoire qui est cachée derrière ce site. On a estimé que c'est une histoire qui était belle et qu'il fallait diffuser, qu'il fallait faire connaître à tous les Ivoiriens, à tous les jeunes qui ont envie d'entreprendre dans tous les domaines, y compris ce digital. Cet ouvrage a traduit les passions et les aventures dans la sphère des nouveaux médias de Gilles Alexandre Nda et Daniel Awassa, cofondateurs du site Abidjan.net. On croit en notre vision et tant qu'on a de l'énergie, on a de l'espoir. Et si on a de l'espoir, ça nous donne envie en fait de nous battre. On fait éviter aux entrepreneurs beaucoup d'erreurs que nous avons commises. Entreprendre, ce n'est pas chose facile. Et donc, c'est important d'avoir, si possible, des guides à ses côtés pour pouvoir mener ce chemin, en fait. L'œuvre est consacrée à l'entrepreneuriat digital. C'est un condensé de l'expérience des deux patrons de ce site d'information en ligne. 142 pages écrites en 4 chapitres. Une expression d'un certain self-made man qui plaît. Une très très belle réussite et c'est une fierté ivoirienne. Moi-même, quand j'ai commencé à lancer un média en Côte d'Ivoire, je vois bien quel est le chemin qui n'est pas un chemin de rose. L'excellence, c'est certes d'un point de vue académique, mais c'est aussi dans les réalisations, comme l'entrepreneuriat. Donc je crois que c'est une thématique qu'il faut encourager. Gilles et Daniel nous donnent un exemple vraiment extraordinaire à travers ce livre, qui doit être donc le livre de chevet de tout jeune entrepreneur qui veut entreprendre et qui veut avoir la force d'aller loin dans ce qu'il fait. Plusieurs membres du gouvernement, des chefs d'entreprise, des hommes de médias et des littéraires venus soutenir les auteurs. Cette œuvre est résolument tournée vers la volonté de faire de l'ouvrage préfacé par Tidiane Thiam, un des leviers de l'entrepreneuriat digital. Et nous retrouvons notre invitée de la page culture, Madame Euphrasie Kwasi Yao, ancienne ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, actuellement conseillère spéciale du président de la République chargée du genre, titulaire de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision. C'est un plaisir de vous retrouver et de parler de votre parcours qui est loin évidemment d'être un fleuve tranquille. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Le secret d'une aventure, celle que l'on n'attendait pas au sommet, mais déjà, disons que vous n'êtes pas encore à vos vieux jours, mais on a l'impression que cet ouvrage constitue une sorte de mémoire. Ben oui, parce que j'ai traversé des difficultés. J'ai essayé de faire fi de ces difficultés pour atteindre mes objectifs. Et quand je regarde en arrière, loin de tout orgueil, je me rends compte que j'ai fait du chemin. Et il fallait que je m'ouvre, il fallait que je réalise, que je puisse écrire ce que j'ai vécu, surtout pour les générations futures et surtout pour les femmes aussi qui voient en moi, il faut le dire, un modèle. Et puis bien sûr, il y a des hommes qui l'ont lu, qui m'ont fait leur retour, qui sont vraiment impressionnés, qui ont été transformés, qui ont été bousculés. Et c'est un tout, en fait, ce livre. C'est un tout. Alors, dans quel genre vous le situez? C'est une autobiographie ou bien beaucoup plus un livre de développement personnel? Oui, c'est d'abord un récit de vie. Parce que quand on lit, on a l'impression qu'on est dans un roman. Mais en même temps, c'est un livre de développement personnel, professionnel, familial. Et c'est un livre pour la vie, comme le disait ma fille, parce que c'est une grande fille qui aime lire. Je lui ai demandé, mais comment tu trouves ce livre? Elle dit, maman, sincèrement, j'aime pas les livres de développement personnel parce qu'on nous dit ce qu'on doit faire. Et généralement, on ne fait rien. Mais là, toi, ton livre, c'est un livre pour la vie. Tu expliques ce que tu as vécu. Tu es descendu dans les larmes de tes souffrances et tu es remonté avec des victoires. Et quand on lit, chacun tire les leçons. C'est là le vrai développement personnel. Et vraiment, c'est comme Denise Epoté le disait, c'est sans faux fuyant. J'ai tout dit, mais simplement parce que je veux sauver des vies. D'accord. Alors, le secret d'une aventure, celle qu'on n'attendait pas au sommet, voyons ce qu'en dit Serge Pacom Didi dans un commentaire de Sephora Zegui. Euphrasie Kwasi Yao, conseillère spéciale du président de la République chargée du genre, intègre le monde des écrivains. Cela avec la sortie de son tout premier livre, Le secret d'une aventure, celle qu'on n'attendait pas au sommet, une œuvre autobiographique dans laquelle l'auteur retrace des moments forts de sa vie, un parcours inspirant d'une femme
qui, grâce à sa détermination, son abnégation au travail réussi, a déjoué tous les pronostics. Titulaire de la chaire UNESCO en 2006, d'enseignante de lycée et collège, elle est nommée au poste de ministre en 2016. Un parterre de personnalités soutient cette nouvelle casquette d'écrivaine de Euphrasie Yao. Mais je voudrais dire à chacune ici présente que nous sommes nombreuses qu'on n'attendait pas au sommet. Nous sommes nombreuses à être parties de zéro pour être là où nous sommes. Tout le monde sait toute la considération que le président Ouattara accorde à la question du genre, mais surtout à la femme. Toute excellence se nourrit de références. C'est à travers le repère qu'on a le chemin. Donc c'est avec le chemin qu'on a le cheminement. Achetez l'œuvre de la ministre Euphrasie Yao et lisez-la. Et quand vous lirez l'œuvre, vous en tirerez bien évidemment quelque chose de meilleur. Le secret d'une aventure, celle qu'on n'attendait pas au sommet, une exhortation à la persévérance, à la combativité pour atteindre le sommet. Et pour atteindre le sommet, vous êtes passé par un long chemin, justement. Au départ, il y avait surtout ce lourd fardeau à porter toute une vie, le décès de votre mère, alors que vous aviez que 2 ans. Est-ce que c'était la période la plus difficile? Oui, j'avoue que c'était la période la plus difficile. C'est sûr que j'ai eu des mamans, j'en parle dans le livre, qui m'ont chacune donné l'éducation. Maman Jeanne-Charles. Maman Jeanne-Charles, maman Cole. Et elles m'ont vraiment aidée. Même une jeune dame. Maman Jeanne-Charles qui vit encore. Hein. Oui, elle vit à 88 ans. Et elle a tout fait pour moi. Mais j'avoue que ce que je vivais, je ne pouvais l'expliquer à personne. D'abord, je ne savais même pas que j'étais orpheline. Pour moi, c'était maman Jeanne-Charles qui était ma mère. Et au fur et à mesure, je découvrais, personne ne me disait, mais on en parlait. Et puis je me posais la question, mais je dis, mais qui est orpheline? Surtout au CM2. Quand j'ai pris mon extrait de naissance, que j'ai regardé, ils ont mis Kwasi Kofi Félix, le père, Kofi Amoué. J'ai dit, mais ma mère ne s'appelle pas Kofi Amoué. Et donc j'ai commencé à me poser les questions. J'ai dû reprendre mon année même de CM2. Mais tout ça dans le silence, parce qu'aucun adulte ne me l'a dit. C'est vrai qu'en Afrique, généralement, on n'annonce pas. Et donc tu vis seul cette souffrance. Et ça a été l'un des moments les plus difficiles. Il fallait que j'en parle. Parce que c'est au CM2, en terminale, que mon père m'a parlé pour la première fois de ce statut-là, oui. Et c'est resté comme ça. Oui. Et jusqu'à présent, c'est quelque chose que je porte. Mais, comme tu l'as dit, je ne pouvais pas m'attarder sur cette question. Il fallait que je réussisse. Il fallait que les autres qui sont comme moi, comme les orphelins de Bassam, qui ont même reçu le livre et qui l'ont vraiment, quand ils ont fait le commentaire, j'ai encore eu des larmes aux yeux. Ils disent, comme nous, maman Euphrasie était orpheline, nous aussi, nous devons réussir. Exactement. Alors, votre éducation a surtout été très stricte, hein, de la maison avec papa, maman Jeanne-Charles, tante Cole. Est-ce que c'était vraiment déterminant, non seulement pour votre ascension, mais aussi pour votre engagement communautaire? Oui, c'est ce que je dis, tout est grâce. Moi, je suis pour ça, je crois en la providence. Vous voyez, toutes ces mamans, chacune avait une éducation à me donner. Maman Jeanne me donnait beaucoup d'amour parce qu'elle se disait que j'étais la petite orpheline, qu'elle a vue naître et devait m'aimer. Maman Cole m'a donné une éducation de qualité. Elle voulait vraiment que je réussisse. Donc, strict. C'était difficile. Je pleurais. Quelquefois, je rentrais dans la douche pour pleurer. Mais aujourd'hui, ça me sert. Je sais aimer. Je sais être rigoureuse. Je suis disciplinée parce que j'ai appris cela de maman Cole. D'accord. Votre engagement communautaire, est-ce qu'on peut dire que l'un des points les plus importants, c'est votre engagement à Diatokro avec ce que vous avez apporté à la communauté, à ces femmes de ce village, l'eau? Oui. Même pas ces femmes, aux hommes et aux femmes. On a vu que l'État de Côte d'Ivoire mettait beaucoup de pompes. Et puis, chaque 2-3 ans, on était obligé de reprendre les pompes parce que c'était pas bien géré par les communautés. Je me suis rendu compte que c'est parce que les femmes n'étaient pas impliquées dans la gestion de cet ouvrage pour lesquels l'État met beaucoup de moyens. Donc, j'ai commencé à travailler. Et quand l'UNESCO a vu la proposition que j'ai faite avec des stratégies, ils ont dit « Waouh !» On vous donne une médaille d'or pour la Côte d'Ivoire, on vous donne une chaire UNESCO. Et c'est comme ça que vous êtes devenu titulaire à partir de 2006. Du village, je me suis retrouvée titulaire de chaire UNESCO, qui est une distinction de haut niveau
au niveau universitaire. Alors moi, malheureusement, le temps court très vite. On me signale qu'on est à la fin. Moi, je voudrais retenir peut-être une seule phrase qui, pour moi, pourrait résumer cet ouvrage. C'est penser toujours à repousser ses limites. Et vous, si vous devez nous donner juste en une phrase ou en quelques mots, que nous diriez-vous sur cet ouvrage? Moi, je dirais à chacun de le lire. Il est tellement riche, que ce soit au niveau de la vie familiale, de la vie professionnelle. J'ai tout expliqué et chacun tire les leçons. Et quand je vois l'impact, on est jusqu'à 4227 livres vendus en moins de 3 mois. Ça veut dire que les gens ont des retours incroyables. Des gens qui disent « je voulais divorcer ». Dès que j'ai lu le livre, je ne divorce plus. Oui, parce que vous parlez aussi de la famille. Je parle de la famille. Je parle de mon leadership qui est reconnu partout dans le monde. Je n'ai rien à cacher. Comme Denise le disait, et voici Yao à cœur ouvert. C'est ce que j'ai fait. D'accord. Donc chacun doit le lire. Oui, il faut rappeler que c'est vraiment en vente et que on peut le trouver dans tous les rayons. Dans toutes les librairies, même en ligne. En ligne, ça coûte encore beaucoup moins cher. En ligne, dans toutes les librairies. Il faut avouer qu'après sa lecture, on change vraiment de manière de voir. On est transformé. L'esprit est transformé, le cœur est transformé et on est prêt à devenir ce grand leader. Merci. Et c'est pour tous les âges. Merci, Madame Euphrasie Kwasi Yao. Le secret d'une aventure, celle qu'on n'attendait pas au sommet. C'est l'ouvrage dont vous nous parliez à l'instant dans la page culture. Merci d'être passé. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité revient à 23h avec Abdoulaye Koné. Ce soir, le sage nous apprend que c'est celui qui se lève tôt au premier champ de pèlerie qui bénéficie du meilleur fruit tombé la veille. Dieu le voulant, on se retrouve demain.